La bibliothèque des millionnaires. Chapitre 1. La supériorité invisible regarde bien ta vie. Tu ne manques pas de potentiel. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de talent. Tu ne manques pas de capacité. Ce que tu ressens au fond de toi est réel. Cette impression que tu peux faire beaucoup plus. Que tu peux comprendre davantage. Que tu peux construire une vie plus grande. Ce n'est pas une illusion. C'est une intuition profonde de ton propre pouvoir. 1. Comprendre la vraie racine du blocage. Chaque jour, des millions de jeunes se lèvent avec une énergie immense, des rêves silencieux et une volonté sincère de progresser. Ils sentent qu'ils ne sont pas faits pour une vie limitée, répétitive, subie. Pourtant, malgré cette richesse intérieure, peu parviennent à transformer leur potentiel en trajectoire claire. Non parce qu'ils sont incapables, mais parce que leur intelligence fonctionne sans structure. Ils accumulent des idées, ils essaient plusieurs chemins, ils s'investissent dans de nombreuses directions. Mais tout reste dispersé, leur esprit travaille, mais sans système, sans organisation profonde, sans stratégie globale. Résultat, beaucoup d'efforts, peu de progression réelle. Ce n'est pas le manque de travail qui limite les vies. C'est l'absence de lecture stratégique du monde. Principe central, la supériorité invisible. La vraie puissance ne se voit pas immédiatement. Elle ne s'exprime pas par le bruit, ni par l'agitation, ni par l'apparence. Elle réside dans la compréhension. Comprendre les mécanismes, comprendre les structures. Comprendre les règles invisibles. Celui qui comprend un système n'a pas besoin de lutter contre lui. Il l'utilise, il l'oriente, il le transforme à son avantage. À l'inverse, celui qui ne comprend pas les systèmes travaille dur, mais avance lentement. Déploiement stratégique. Tu dois lire au lieu de subir. Tout dans la vie est système. L'argent est un système, le travail est un système, l'école est un système, la société est un système, les relations sont un système. Chaque système possède ses règles visibles, ses mécanismes cachés, ses zones de pouvoir, ses leviers d'élévation. La majorité se contente d'exécuter. Les stratèges apprennent à observer. Ils cherchent à comprendre comment la valeur circule, qui contrôle les flux, où se créent réellement les opportunités. Ce regard change tout. Il transforme l'individu de simple acteur en architecte de trajectoire. Micro-histoire. Deux jeunes entrent dans le même environnement. Même âge, même niveau d'études, même point de départ. Le premier voit un cadre. Il exécute ce qu'on lui demande. Il s'adapte. Il suit le rythme. Le second observe le fonctionnement. Il analyse les mécanismes. Il comprend les règles invisibles. Il identifie où se crée la valeur. Après 2 ans, le premier se sent bloqué. Le second commence à se positionner. La différence ne vient pas de l'effort. Elle vient de la lecture stratégique. Question intérieure. À chaque fois que tu entres dans un nouvel environnement, pose-toi cette question: qu'est-ce qui fait réellement fonctionner ce système? Si la réponse est claire, structurée et logique, tu es en train de progresser stratégiquement. Par contre, si la réponse est floue, vague ou émotionnelle, alors tu avances à l'aveugle. 2. Le basculement intérieur. Lorsque tu commences à penser stratégiquement, ta perception change. Tu ne vois plus seulement des tâches. Tu vois des structures. Tu ne vois plus seulement des problèmes. Tu vois des mécanismes. Tu ne vois plus seulement des obstacles. Tu vois des opportunités cachées. Cette transformation est silencieuse, mais elle est irréversible. Question finale à se poser. Et si, depuis le début, le véritable pouvoir n'était pas dans l'effort, mais dans la compréhension profonde du jeu auquel tu participes chaque jour? Chapitre 2. La lecture du monde. Regarde bien autour de toi. Le monde n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Derrière chaque réussite visible, il existe une structure invisible. Derrière chaque échec répété, il existe un mécanisme mal compris. Tu n'es pas moins intelligent que les autres. Tu n'es pas moins capable. Mais il est possible que tu n'aies jamais appris à lire réellement le monde. 1. Pourquoi tant d'efforts produisent si peu? Beaucoup avancent dans la vie comme on marche dans le brouillard. Ils voient à quelques mètres. Ils réagissent à ce qui apparaît. Ils ajustent sans jamais comprendre l'ensemble. Ils vivent au rythme des urgences. Ils suivent les opportunités visibles. Ils imitent les trajectoires apparentes. Mais sans lecture stratégique, ces mouvements restent aléatoires. Ils travaillent dur. Ils s'investissent. Ils persévèrent. Pourtant, leurs résultats stagnent. Non parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils ne comprennent pas les dynamiques profondes qui gouvernent la réalité. Principe central, tu dois être capable de voir au-delà des apparences. De lire le monde, ce n'est pas regarder ce qui se passe. C'est comprendre pourquoi cela se passe. Chaque situation possède une surface visible, une mécanique cachée. La majorité s'arrête à la surface. Les vrais gagnants plongent dans la mécanique. Ils cherchent quels intérêts sont en jeu, quels leviers sont actionnés, quels équilibres sont maintenus. Ce regard transforme l'individu en observateur conscient, plutôt qu'en simple participant. Déploiement stratégique. Apprendre à analyser. Lorsque tu observes une situation, ne te demande pas seulement ce qui arrive. Demande-toi, pourquoi cela arrive?
À qui cela profite? Qu'est-ce que cela prépare? À chaque événement, il existe une logique plus large. Celui qui l'aperçoit prend toujours une longueur d'avance. Micro-histoire. Deux jeunes observent la même réussite. L'un voit un homme riche, une voiture, une maison, une vie confortable. L'autre voit une structure économique, une organisation, une stratégie, un système. Le premier admire, le second analyse. Quelques années plus tard, le premier rêve toujours, le second construit déjà. À chaque fois que tu observes une réussite, pose-toi cette question: qu'est-ce qui rend cela possible? Si la réponse est claire, structurée et logique, tu développes ton intelligence stratégique. Et ceux qui le développent, l'emploient et réussissent. Si la réponse est floue, vague ou émotionnelle, tu es encore prisonnier des apparences. 2. Le changement de perception. Quand tu commences à lire le monde correctement, ta perception bascule. Tu ne vois plus seulement des faits. Tu vois des dynamiques. Tu ne vois plus seulement des individus. Tu vois des rôles. Tu ne vois plus seulement des situations. Tu vois des systèmes. Cette lucidité modifie profondément ta manière de décider, d'agir et de t'orienter. Micro-histoire. Deux jeunes entrent dans le même secteur d'activité. Le premier cherche rapidement à gagner. Le second cherche d'abord à comprendre. Le premier agit. Le second observe. Au début, le premier progresse plus vite. Mais il est plafonné à un moment. Le second avance lentement, mais son évolution est stable et profonde. Avec le temps, l'écart devient immense. Je te laisse alors avec une question intérieure finale. Lorsque tu fais un choix important, te bases-tu sur ce que tu vois, ou sur ce que tu comprends réellement? Clôture mentale. La lecture du monde n'est pas un talent inné. C'est une compétence qui se développe. Plus tu observes consciemment, plus tu comprends profondément, plus tu construis intelligemment, plus tu progresses. Chapitre 3. Le calcul stratégique. Regarde ta vie. La plupart de tes décisions ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement non réfléchies. Tu ne manques pas de bon sens. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de logique. Mais il est possible que tu n'aies jamais appris à calculer stratégiquement. 1. Pourquoi tant d'efforts se dissipent? Chaque jour, tu prends des dizaines de décisions. Certaines petites, d'autres déterminantes. Tu choisis où investir ton temps, où placer ton énergie, à quoi consacrer ton attention. Mais très peu de ces choix sont réellement analysés. La majorité décide sous l'effet de l'émotion, de l'urgence, de la peur, du plaisir immédiat. Résultat, beaucoup d'actions, peu d'impact réel, non parce que les choix sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas calculés. Principe central, tu dois comprendre que toute décision est un investissement, que chaque décision te coûte quelque chose. Peut-être du temps, peut-être de l'énergie, ou de l'attention, parfois de l'argent, et chaque décision produit quelque chose. Une compétence, une expérience, une relation, une trajectoire. Le calcul stratégique consiste à aligner le coût et le gain, avec ta vision long terme. Déploiement stratégique. Là tu dois penser avant d'agir. Avant chaque engagement important, prends le temps d'analyser. Qu'est-ce que cela me coûte réellement? Qu'est-ce que cela me rapporte immédiatement? Qu'est-ce que cela me construit pour demain? Ce simple triple regard transforme la qualité de tes choix. Micro-histoire. Deux jeunes reçoivent la même proposition. Le premier accepte par enthousiasme. Le second prend le temps de réfléchir. Le premier agit rapidement. Le second calcule. 1 an plus tard, le premier est fatigué. Il a beaucoup donné, mais peu construit. Le second avance plus lentement. Mais chaque pas consolide sa trajectoire. Question intérieure. À chaque fois que tu t'apprêtes à dire oui, pose-toi cette question. Ce choix m'élève-t-il ou me disperse-t-il? Si la réponse est claire, précise et logique, alors tu avances stratégiquement. Si la réponse est floue, émotionnelle ou confuse, alors tu es en train de gaspiller ton énergie. 2. Le piège du mouvement. Beaucoup confondent mouvement et progression. Ils bougent, ils s'activent, ils remplissent leur journée, mais leur vie n'avance pas réellement. Pourquoi? Parce que le mouvement sans calcul crée de la fatigue, pas de la construction. Le calcul stratégique ralentit parfois l'action, mais il accélère toujours la trajectoire. Micro-histoire. Deux jeunes commencent plusieurs projets. Le premier se lance dans tout ce qui apparaît. Le second choisit peu, mais choisit bien. Après quelques années, le premier est dispersé, le second est solide. La différence ne se voit pas au début, mais elle devient évidente avec le temps. Ce chapitre te laisse une question intérieure finale. Quand tu regardes ton quotidien, tes choix construisent-ils une direction claire? Ou entretiennent-ils simplement l'occupation? La puissance ne vient pas de la vitesse. Elle vient de la précision. Apprendre à calculer, c'est apprendre à diriger sa propre trajectoire. Chapitre 4. La construction des systèmes. Regarde bien ta manière de vivre. Tu ne manques pas d'efforts. Tu ne manques pas de travail. Tu ne manques pas de persévérance. Mais il est possible que tu manques d'une chose essentielle, des systèmes. Sans système, la vie devient une lutte permanente. Avec des systèmes, elle devient une construction progressive. 1. Pourquoi tant d'efforts épuisent? Beaucoup passent leur journée à agir. Ils travaillent,
Ils s'activent, ils courent, mais chaque jour ressemble au précédent. Pourquoi? Parce que leurs efforts ne sont pas organisés. Dans des structures durables, ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie, mais ils ne bâtissent rien qui continue sans eux. Ils avancent, mais ils restent dépendants de leur présence constante. C'est une forme moderne d'épuisement. Principe central, la puissance des systèmes. Un système est une structure qui produit des résultats même lorsque tu n'agis pas directement. Un système automatise, organise, multiplie, stabilise, il transforme ton effort ponctuel en résultat durable. Déploiement stratégique. Tu dois être capable de passer de l'effort à la structure. La majorité échange son temps contre un revenu. Les vrais gagnants construisent des mécanismes qui produisent indépendamment de leur présence. Cela peut être une compétence rare, un contenu durable, un projet structuré, une organisation efficace. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler moins. Tu dois travailler plus intelligemment. Micro-histoire. Deux jeunes travaillent dur. Le premier multiplie les heures. Le second construit une structure. Le premier est toujours occupé. Le second est progressivement libéré. Après plusieurs années, le premier est fatigué. Le second est stratégique. La différence ne vient pas de l'intensité. Elle vient de la structuration. Question intérieure. À chaque fois que tu fournis un effort, pose-toi cette question. Est-ce que cela crée quelque chose qui me servira encore demain? Si la réponse est nette, précise et logique, tu construis un système. Par contre, si la réponse est floue ou négative, tu échanges simplement ton énergie contre du court terme. 2-bas, le basculement vers la liberté. Quand tu commences à bâtir des systèmes, ta relation au travail change. Tu ne cherches plus seulement à produire. Tu cherches à organiser. Tu ne veux plus seulement agir. Tu veux structurer. Tu passes d'une logique de survie à une logique de construction. Et ce changement transforme profondément ta trajectoire. Micro-histoire. Deux jeunes lancent un projet. Le premier gère tout seul. Le second met en place des procédures. Au début, le premier va plus vite. Plus tard il s'épuise. Le second avance lentement. Au bout du temps, son projet devient stable. Dans un an, le second dépasse largement le premier. Question intérieure finale. Quand tu regardes tes journées, sont-elles organisées pour produire du présent ou pour bâtir ton futur? Clôture mentale. La liberté ne vient pas de l'absence de travail. Elle vient de la présence de systèmes. Construis-les patiemment. Ils deviendront ton plus grand levier. Chapitre 5. L'art de l'anticipation. Regarde bien ta vie. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de volonté. Tu ne manques pas de courage. Mais il est possible que tu manques d'une capacité déterminante, l'anticipation. Beaucoup vivent dans la réaction. Peu vivent dans la préparation. 1. La prison de l'instant. La majorité des gens vivent au rythme des urgences. Ils règlent les problèmes quand ils apparaissent. Ils s'adaptent quand les difficultés surgissent. Ils avancent sous pression. Ils ne construisent pas leur avenir. Ils le subissent. Cette manière de vivre fatigue l'esprit, épuise le corps, et réduit le champ des possibles. Principe central. L'anticipation comme arme mentale. Anticiper, ce n'est pas prévoir parfaitement. C'est penser en amont. C'est regarder loin, pendant que les autres regardent autour. C'est bâtir aujourd'hui ce que demain exigera. Micro-histoire. Deux jeunes font les mêmes études. Le premier étudie pour réussir les examens. Le second étudie pour maîtriser un domaine. Le premier cherche des notes. Le second cherche des compétences. Après quelques années, le premier cherche du travail. Le second est recherché. Question intérieure. À chaque décision importante, pose-toi cette question. Dans 5 ans, est-ce que je remercierai ce choix ou le regretterai? Si la réponse t'élève, tu es dans l'anticipation. Si elle t'inquiète, tu es dans la réaction. 2. La vision long terme. Penser long terme ne signifie pas négliger le présent. Cela signifie organiser le présent pour qu'il serve l'avenir. Chaque habitude, chaque relation, chaque action devrait être un investissement stratégique. Micro-histoire. Deux jeunes reçoivent le même salaire. Le premier consomme pour le plaisir immédiat. Le second investit dans ses compétences. Après plusieurs années, le premier dépend toujours de son salaire. Le second possède plusieurs sources de valeur. Pose-toi cette question. Quand tu dépenses ton temps, ton énergie ou ton argent, est-ce une dépense ou un investissement? 3. La rareté des visionnaires. Peu de personnes pensent sur 10 ans. Encore moins sur 20. C'est pourquoi ceux qui anticipent créent une avance presque impossible à rattraper. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils sont simplement plus patients et plus stratégiques. Micro-histoire. Deux jeunes lancent un projet. Le premier cherche un gain rapide. Le second construit une structure lente mais solide. Le premier brille rapidement, puis disparaît. Le second progresse lentement, puis devient incontournable. Ce chapitre te pousse vers interrogation générale. Ce que tu fais aujourd'hui, construit-il la personne que tu veux devenir? Ou simplement celle que tu es déjà? Clôture mentale. Anticiper, c'est choisir aujourd'hui la vie que tu vivras demain. Les grands bâtisseurs du monde sont des architectes du futur. Chapitre 6.
La discipline invisible. Tu ne manques pas d'envie. Tu ne manques pas d'ambition. Mais il est possible que tu manques de ce qui construit réellement les grandes réussites. La discipline invisible, celle que personne ne voit, celle qui ne se montre pas, celle qui transforme lentement, mais sûrement. Un tiret bas, le piège de la motivation. La motivation est instable, elle dépend de l'humeur, de l'environnement, des circonstances. La discipline, elle, ne négocie pas, ce n'est pas un état émotionnel, c'est une structure mentale. Quand la motivation disparaît, la discipline continue. Principe central, la vraie discipline. La discipline n'est pas se forcer à souffrir. C'est organiser sa vie pour rendre l'effort naturel. Elle consiste à réduire les distractions, simplifier les décisions, automatiser les bonnes habitudes. Micro-histoire. Deux jeunes veulent progresser. Le premier attend d'avoir envie. Le second agit selon un programme. Le premier avance par vagues. Le second avance régulièrement. Après plusieurs années, le premier est toujours irrégulier. Le second est devenu solide. Question intérieure. À chaque fois que tu remets une action importante à plus tard, pose-toi à ta manière cette question. Est-ce un vrai besoin de repos ou une fuite déguisée? L'environnement façonne la discipline. Tu ne manques pas forcément de volonté. Tu manques peut-être de structure. Ton environnement façonne ton comportement. Si tout autour de toi favorise la distraction, ta discipline s'épuise. Si ton environnement favorise la concentration, ta discipline devient naturelle. Micro-histoire. Deux jeunes veulent lire chaque jour. Le premier garde son téléphone à côté. Le second prépare son espace sans distraction. Le premier échoue, le second réussit. Question intérieure. Est-ce que ton environnement te tire vers le haut ou te maintient dans la facilité? 2. La discipline silencieuse. Les grandes réussites se construisent dans le silence. Personne ne voit les heures d'apprentissage, les répétitions, les corrections, les renoncements, mais tout le monde voit le résultat. Micro-histoire. Un jeune consacre chaque jour 1 heure à une compétence clé. Rien d'extraordinaire. Après 3 ans, il devient rare. Question intérieure finale. Si tu répétais exactement tes habitudes actuelles pendant 5 ans, serais-tu fier ou inquiet du résultat? Clôture mentale. La discipline invisible est la frontière entre le potentiel et la réalisation. Chapitre 7. La maîtrise du temps. Regarde bien ta vie. Tu ne manques pas de temps. Tu ne manques pas d'heures. Tu ne manques pas de journée. Mais il est possible que tu manques de maîtrise. Le temps n'est pas ton problème. La manière dont tu l'utilises l'est. 1. L'illusion du manque de temps. Tout le monde possède les mêmes 24 heures. Pourtant, certains bâtissent des empires, d'autres survivent. La différence ne vient pas du nombre d'heures, mais de la structure du temps. Principe central, le temps comme capital. Chaque minute est une unité de valeur. Soit tu la dépenses, soit tu l'investis. Les personnes ordinaires consomment leur temps. Les vrais gagnants le placent. Micro-histoire. Deux jeunes disposent du même emploi du temps. Le premier remplit ses heures. Le second planifie ses priorités. Le premier est occupé. Le second est productif. Question intérieure. À chaque activité, pose-toi cette question. Est-ce que cela construit ma trajectoire ou la ralentit? 2. L'effet cumulatif. 1 heure bien utilisée chaque jour représente plus de 365 heures par an. Cela équivaut à apprendre une compétence rare, bâtir un projet, créer un contenu durable. La plupart sous-estiment la puissance du petit effort constant. Micro-histoire. Un jeune décide d'apprendre 30 minutes par jour. Au bout de 2 ans, il dépasse ceux qui n'ont jamais commencé. Question intérieure. Si tu répétais exactement ta manière actuelle de gérer ton temps pendant 3 ans, où serais-tu? 2-bas, l'organisation mentale. La maîtrise du temps commence dans l'esprit. Tu dois savoir ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire, ce qui est inutile. Sans cette clarté, ton temps sera toujours dispersé. Micro-histoire. Deux jeunes veulent progresser. Le premier fait tout un peu. Le second se concentre sur l'essentiel. Le premier s'éparpille. Le second progresse vite. Question intérieure finale. Est-ce que ta journée est structurée autour de tes objectifs ou de tes distractions? Clôture mentale. Le temps bien maîtrisé transforme une vie ordinaire en trajectoire exceptionnelle. Chapitre 8. L'environnement mental. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de potentiel. Tu ne manques pas de capacité. Mais il est possible que ton environnement mental limite tout ce que tu pourrais devenir. 1. Le pouvoir invisible de l'environnement. Ton esprit est comme une terre fertile. Ce que tu y plantes détermine ce qui y pousse. Les pensées que tu entends, les paroles que tu écoutes, les images que tu consommes, les personnes que tu fréquentes, sculptent silencieusement ton avenir. Principe central, tu deviens ce que tu absorbes. Chaque jour, ton cerveau absorbe des idées, des croyances, des modèles de comportement. Sans vigilance, tu adoptes la vision du monde des autres. Micro-histoire. Deux jeunes ont le même potentiel. Le premier écoute des discours limitants. Le second s'expose à des pensées élevées. Après plusieurs années, le premier doute.
Le second agit. Question intérieure. À chaque contenu que tu consommes, pose-toi cette question. Est-ce que cela élève mon niveau de pensée ou l'abaisse? 2. La contagion mentale. Les émotions, les croyances, les ambitions, sont contagieuses. Un environnement faible affaiblit même les plus forts. Un environnement élevé élève même les plus fragiles. Micro-histoire. Un jeune change d'entourage. Avant, il stagnait. Après, il progresse rapidement. Il n'a pas changé d'intelligence. Il a changé d'exposition. Question intérieure. Les personnes qui t'entourent te rapprochent-elles de ta vision ou te maintiennent-elles dans la facilité? 3. L'auto-environnement. Même seul, tu peux créer ton environnement mental. Par la lecture, l'écoute, la réflexion, l'apprentissage. Tu choisis chaque jour la qualité de ce que tu laisses entrer. Micro-histoire. Un jeune consacre 30 minutes par jour à nourrir son esprit. Après 2 ans, son niveau de pensée dépasse largement son ancien cercle. Question intérieure finale. Si ton esprit était un lieu, serait-il chaotique ou organisé pour la croissance? Clôture mentale. Tu ne peux pas construire une vie élevée dans un environnement mental bas. Chapitre 9. La vision architecturale. 1. La différence entre rêver et bâtir. Beaucoup rêvent d'une meilleure vie. Eux la dessinent réellement. Rêver, c'est imaginer. Bâtir, c'est structurer. Les rêveurs espèrent. Les architectes planifient. Principe central, tu dois être capable de penser comme un architecte de vie. Un architecte ne commence jamais par poser des briques. Il commence par une vision claire, un plan structuré, une logique de construction. Tu dois penser ta vie comme un projet d'ingénierie personnelle. Micro-histoire. 2 jeunes veulent réussir. Le premier agit au hasard. Le second conçoit une trajectoire. Le premier se disperse. Le second avance avec cohérence. Question intérieure. À chaque grande décision, pose-toi cette question. Est-ce que cela s'intègre dans la vie que je construis? Si oui, avance. Sinon, ajuste. 2. La cohérence stratégique. Une vie puissante est une vie cohérente. Chaque choix renforce le précédent. Chaque action prépare la suivante. Rien n'est laissé au hasard. Micro-histoire. Un jeune définit une vision claire de ce qu'il veut devenir. Ses choix deviennent simples. Ses décisions deviennent rapides. Son chemin devient stable. Question intérieure des gagnants. Ta vie actuelle ressemble-t-elle à une construction logique ou à une succession d'improvisations? 3. La patience des bâtisseurs. Les grandes vies ne se construisent pas vite. Elles se construisent solidement. Chaque brique compte. Chaque étape a un sens. Micro-histoire. Un jeune avance lentement, mais sans jamais s'arrêter. Après 10 ans, il possède ce que d'autres n'obtiendront jamais. Question intérieure finale. Si ta vie était un bâtiment, serait-elle fragile, instable, ou solide, durable, majestueux? Clôture mentale. Conclusion du grand livre. Tu ne construis pas ta vie avec des rêves. Tu la construis avec une vision, des systèmes, de la discipline, du temps maîtrisé, et un environnement élevé. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit jamais n'en vit qu'une. Si tu veux construire une mentalité forte, développer ton intelligence stratégique et apprendre à penser long terme, alors lis. Ce livre et d'autres livres de la bibliothèque des millionnaires sont disponibles en version physique. Clique sur le lien en commentaire. Plus tu lis, plus tu grandis.